Bonjour à vous, bienvenue sur Objectif Autonomie. Aujourd'hui, une vidéo encore spéciale. Je me situe dans le nouveau emplacement du jardin d'Isabeau, plus particulièrement dans le verger. Nous allons parler des 13 arbres fruitiers que contenait le jardin médiéval. On va voir leur histoire, leurs vertus, leur symbolique, mais également leur valeur médicinale. C'est tout de suite, c'est dans la vidéo, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce verger où 13 arbres ont été plantés dans la journée d'hier. Le premier qui est là, c'est le noyer. Ce noyer au Moyen-Âge, on l'a vite un petit peu catalogué du côté nocif. D'ailleurs, son nom provient de nox, de la famille du qualificatif nocif. Nocif pourquoi ? On s'est aperçu très vite que lorsqu'on est dessous un noyer, son ombre est froide et acide et rien ne pousse en dessous de cet arbre. Donc au Moyen-Âge, on a pensé que peut-être cet arbre n'était pas à préserver ou conserver en tout cas dans ce type de verger. Sauf que parallèlement, on a vérifié que cet arbre produisait une noix qui, elle, au niveau nutritionnel, était très riche, très importante. Et surtout, parce que c'était un des problèmes le plus important au Moyen-Âge, c'est un fruit sec que l'on va conserver très longtemps et qui va pouvoir nous nourrir pendant l'hiver. Donc forcément, cet arbre a été préservé. Alors la noix, aujourd'hui, médicinalement parlant, est très mise en avant, je dirais, et notamment ses aspects nourrissants par les fibres, par les oligo-éléments, par les vitamines qu'elle contient et par ce pouvoir régénérant qu'elle apporte. C'est pour ça que moi, j'ai envie de conseiller, si vous aimez les noix, de faire une cure de ces noix. Dès que les premières noix tombent, récupérez ces cerneaux tout jeunes et faites une cure de 3 semaines avec 3 noix le matin et 3 noix le soir. Deuxième arbre, le châtaignier, qui nous apporte ces mêmes fruits secs, tellement recherchés, tellement appréciés au Moyen-Âge, du fait de ce souci constant de disette, de famine, etc., etc. Alors, le châtaignier apporte quelque chose de plus que le noyer, qui est très important au Moyen-Âge. C'est que ces châtaignes, on peut les piler, on peut les écraser, trouver une poudre, une farine, qui permet en grande partie de fabriquer ces préparations, ce style de bouillie très riche, très nutritive, qu'on recherchait notamment pour les serfs, les vilains qui passaient des journées très longues au travail. Au Moyen-Âge déjà, on avait bien remarqué que cet arbre était mellifère et donc il faut savoir que dans chaque jardin médiéval se trouvaient des ruches et on a bien remarqué déjà que le miel de châtaignier était très très bon. En ce qui concerne les propriétés médicinales aujourd'hui, c'est assez semblable à la noix, peut-être plus riche, encore plus riche d'ailleurs nutritivement, à tel point qu'au Moyen-Âge, c'était réservé aux malades en fin de compte la châtaigne. Tellement, tu vois, c'était... Troisième arbre, c'est le figuier. Donc là, nous sommes devant un des arbres les plus anciens que l'homme ait rencontré. Il a été très vite cultivé, là aussi, par rapport au caractère nutritif de ses fruits. Et là aussi, et on va le rencontrer très souvent pour tous ces arbres-là, cette fameuse figue si riche, si bien remplie. On peut la manger au moment où elle est mature, bien sûr, août, septembre, mais aussi, et très vite, l'homme va découvrir qu'on peut la sécher. Donc là aussi, on peut se projeter sur un apport de nourriture pour les mois d'hiver. Au niveau symbolique, lorsqu'on ouvre une figue, on trouve plein, alors au Moyen-Âge, on disait c'est plein de graines. Et donc, on a associé de ce fait ces fruits à la fécondité. Et donc, qui veut dire fécondité au Moyen-Âge, fait dire qu'on va pouvoir du coup préserver de la vie. Et donc, il fait partie de ces arbres de vie. C'est dans les super nutriments, j'ai envie de dire, ce type de fruits. Alors là, nous sommes devant le coudrier et quelques siècles plus tard, le noisetier.
Alors le coudrier au Moyen-Âge, et depuis l'époque gauloise, eh bien c'est l'arbre magique. On accorde à cet arbre le pouvoir, par exemple, lorsqu'une de ses branches se casse, de voir les deux morceaux de la branche se rapprocher, se reconstituer et former à nouveau une branche complète. Le côté magique aussi, eh bien c'est parce qu'effectivement ce coudrier est associé à la recherche de l'eau et de la source. Et deuxièmement, on raconte que les baguettes magiques des fées étaient faites de ce bois. Donc il y avait une véritable admiration vouée à cet arbre. Au niveau nutritif, bien sûr, on est comme pour le noyer et comme pour le châtaignier dans la récolte de ces fruits secs, riche en vitamines, en fibres et donc toujours très nourrissant. Alors au Moyen-Âge comme aujourd'hui. Et puisqu'on arrive au bout de ce type de fruits, j'ai envie de dire qu'on se pose souvent la question aujourd'hui, et notamment par rapport aux noix. Moi, en tout cas, on me la pose souvent. Oui, mais ça fait grossir ces fruits-là. Eh bien, j'ai envie de rassurer les gens que malgré leur potentiel nutritif, eh bien, ces fruits secs ne font pas grossir et ça a été prouvé scientifiquement. Nous sommes donc devant le poirier. Ce sont des arbres qui viennent principalement d'Asie mineure. Lorsqu'il est arrivé, un autre arbre était arrivé avant lui et depuis très très longtemps, c'était le pommier. Et si je cite le pommier pour parler du poirier, c'est que l'histoire du poirier va dépendre de cette comparaison qu'il va subir avec le pommier. Et du coup, très vite, on va voir le côté négatif de cet arbre. Comparant à la forme de la pomme, on va trouver que la poire est très déformée, qu'elle n'est pas jolie. Donc, cet arbre, c'est un peu l'arbre négatif par rapport au pommier. Et donc la poire va beaucoup souffrir de ça. Deuxième chose, le poirier, parmi ces fruits à jus qu'on va découvrir maintenant, au Moyen-Âge, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a une crainte par rapport à cette eau que les fruits contiennent. Donc, la technique qui va être très très vite appliquée, même avant le Moyen-Âge, c'est de sécher les fruits pour éviter donc ces états diarrhéiques, voire dysenteriques qui pourraient arriver. Or, le poirier a posé un problème au séchage. Donc, il a fallu trouver autre chose. Et la chose qu'on a trouvée pour la poire, eh bien, c'est de la cuire. Et de la cuire dans du vin. Donc les préparations de ce type étaient très très fréquentes. On préparait donc des vins très parfumés à base d'épices très fortes, de cannelle, de parfums très incisifs dans lesquels on cuisait la poire. Donc le ménagier de Paris, qui donc rassemble toutes ces recettes, explique bien la façon dont on préparait ces poires. Du coup, au niveau médicinal, ces poires dans ce vin pouvaient être aussi très reconstituants pour quelqu'un qui avait été malade. Tu plantes quoi? C'est un pêcher. Ouais. Ça vit pas vieux, mais apparemment il fait des bons fruits. C'est médicinal ça? Ouais, au Moyen-Âge, c'était plus médicinal que gustatif parce qu'on le prenait que pour les médicaments. Alors ce péché, il a été rapporté d'Asie par Alexandre le Grand, qui, j'en profite pour faire une petite parenthèse, a beaucoup participé à la construction, je dirais, sans le savoir, de ce style de jardin, puisqu'il a même rapporté le concept de jardin. Donc parmi tout ce qu'il a pu rapporter en Europe, eh bien le pêcher. Alors le pêcher, dès son arrivée et jusqu'au Moyen-Âge, on ne s'est pas intéressé aux fruits, si ce n'est qu'à travers l'aspect médicinal de l'arbre. C'est-à-dire qu'on a découvert à cet arbre plusieurs propriétés médicinales qui se trouvent autour des feuilles qui servaient à chasser les vers, à chasser les parasites au Moyen-Âge. On a travaillé aussi son écorce qu'on mâchait pour améliorer la laine. Et puis le noyau de la pêche était utilisé pour les maux de tête. Voilà les trois propriétés médicinales du pêcher
au Moyen-Âge. De façon assez étonnante, il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour qu'on découvre vraiment ce fruit, la spécificité de ce fruit, son goût, cette fameuse peau de pêche. Et donc après, on va s'orienter beaucoup plus vers le fruit et tous ses atouts. Aujourd'hui encore, ce pêcher et ce tanin comportent encore cette propriété antiparasitaire lorsqu'on en a besoin. Nous sommes devant un arbre des plus importants au Moyen-Âge. Peu connaissent encore cet arbre, le nèflier. Alors la nèfle au Moyen-Âge, et là je vais me répéter, a une importance très très grande parce que cette nèfle, elle ne devient mature que fin octobre, début novembre. Ça veut dire que donc cette récolte arrive très tardivement dans la saison. Elle va nous donner à manger, entre guillemets, pour les prochaines semaines. Au Moyen-Âge, c'est toujours rassurant. Cette nèfle, elle se présente comme une grosse baie très dure, très sèche. Le nom populaire de la nèfle, c'est Cuccia. Sa propriété médicinale au Moyen-Âge, elle est très intéressante et valable là aussi pour beaucoup de fruits. Elle est astringente. Donc, ça veut dire qu'elle va pouvoir régler à nouveau tous ces problèmes de type diarrhéique, etc., etc. Les propriétés médicinales aujourd'hui, je vais avoir du mal à en parler puisque la nèfle n'est pratiquement plus consommée aujourd'hui. Donc là, nous sommes devant le cormier. Le cormier, Sorbus domestica, va être appelé au cours des siècles le sorbier. C'est un arbre de la tradition celtique qui était adoré par les druides et sujet à des symboles très importants. Au Moyen-Âge, on le trouve et on l'apprécie pour ses baies. Ces baies sont astringentes. Ce sont des petites baies rouges, arrondies ou ovales, qui comportent un pentagramme. C'est très important parce que ça a entraîné cet arbre vers toutes ces croyances et tous ces symboles de l'époque celtique. Et donc ces fruits sont très appréciés de par leur qualité gustative, mais aussi de par le côté médicinal astringent. Aujourd'hui, ces baies apparaissent encore en phytothérapie sous l'étiquette de super riches en vitamine C, c'est-à-dire qu'ils renferment des vitamines C d'une façon très importante. Donc ils peuvent être encore appréciés pour ça, mais le sorbier domestica a tendance à disparaître au profit du sorbier de l'oiseleur qui rentre de plus en plus dans l'installation des haies dans les jardins. Nous arrivons devant un tout autre type d'arbre et de façon étonnante, on trouve le laurier sauce dans le verger au XIIIe siècle. Alors le laurier sauce, il a sa place ici principalement en tant que symbole. Les propriétés médicinales au Moyen-Âge du laurier sauce ne sont pas très importantes, si ce n'est là aussi un côté dépuratif au niveau de l'estomac ou du foie. Au sein de ce jardin, ce laurier laudanum, c'est la plante du gagnant. Et c'est avec ce laurier que l'on va fabriquer des couronnes d'Apollon au Moyen-Âge qu'on va aller poser sur la tête du gagnant de la bataille, du premier, etc., etc. Et ça explique beaucoup sa place ici. C'est la plante des soins de bouche, les abcès dentaires, etc. Il faut faire des bains de bouche avec le laurier. En bain de bouche, simplement, tu vois, tu fais une infusion de laurier, tu te rinces la bouche avec ça. C'est soins dentaires, en fin de compte, aujourd'hui. Nous sommes devant le mûrier noir qui a sa place dans ce verger quand dans la région où l'on est, on ne peut pas avoir de vigne. On fabrique avec ce mûrier un vin qui va venir se substituer à celui qu'on ne fabriquera pas avec la vigne, tout simplement. Au Moyen-Âge, on ne lui connaît pas, en dehors de cette fabrication de vin, de propriétés médicinales spécifiques, mais aujourd'hui le mûrier est considéré comme un antioxydant très important. Il facilite et améliore la circulation sanguine. Le prunier est cet archétype de ces arbres et de ces fruits que l'on craignait au Moyen-Âge du fait que ces fruits étaient pleins d'eau humide. Si on se réfère aux 4 humeurs, le prunier est humide et froid, donc mauvais
pour l'organisme. Devant l'utilisation de ce type de fruits, eh bien, on a appris des techniques de séchage. Et la prune a été un des premiers fruits à être séché. Chez nous, en France, au Moyen-Âge, on avait la prune de Brignoles qui a eu un succès très important. On la cite dans le Ménagier de Paris comme une recette très appréciée. Et donc, pour sécher cette prune, il fallait l'éplucher, c'est-à-dire enlever la peau, la mettre bien à plat sur des claies paillées et la rentrer chaque soir afin qu'elle ne soit pas touchée par l'humidité de la nuit. Donc des techniques de séchage astreignantes, parfois très techniques. Et donc ces fruits séchés, j'en ai pas parlé auparavant. Du coup, ils pouvaient être mangés en fin de repas. Et si jamais on mangeait un fruit qui n'était pas séché, eh bien, on le mangeait en début de repas. Pour éviter, toujours la même chose, ces flatulences, ces dérangements intestinaux que pouvaient créer ces fruits pleins d'eau. Ce type de fruit, on essayait de l'éviter, mais c'est quand même sa propriété médicinale. Eh bien, ce fruit est laxatif. D'où, par exemple, l'utilisation du pruneau d'Agen aujourd'hui. Le coing a eu une place très importante au Moyen-Âge, bien plus importante qu'aujourd'hui, puisque c'est un fruit, là aussi, qui n'a plus beaucoup de succès. Et peut-être pour la même raison qu'au Moyen-Âge, c'est qu'il est très difficile à manger. C'est un fruit qui reste dur, même mature, et donc on en a trouvé d'autres utilisations. D'abord, au Moyen-Âge, si on a adopté ce fruit et en fin de compte apprécié, c'était pour son parfum. Ensuite, afin qu'il rentre dans l'alimentation, on a trouvé une fabrication là différente. On ne parle plus du tout de séchage, on parle d'une pâte qu'on va fabriquer avec la pulpe affinée de ce fruit à laquelle on va mélanger du miel et ces fameuses épices qui donnent et ce goût et ces couleurs au Moyen-Âge à toute préparation. Donc on va appeler ça le cotignac. La propriété médicinale de ce fruit, eh bien là on est dans quelque chose d'astringent. Astringent voulant dire que ça va resserrer les chairs à l'intérieur de l'organisme. Contrairement au prunier, on a à nouveau un fruit qui, sous forme de cette pâte, va pouvoir pallier aux situations diarrhéiques, entre autres. J'ai envie d'ajouter que cette pâte est très nourrissante. Prise avant l'effort, elle est très utile. Nous arrivons devant le 13e arbre du verger médiéval et c'est un arbre très important puisqu'il est le symbole du jardin en général et l'arbre principal du verger. Cet arbre, c'est évidemment le pommier avec cette pomme qui est connue depuis plus de 80 millions d'années. Elle nous est venue du Caucase et est arrivée en Europe en suivant la route de la soie et son arrivée en Europe et chez nous a créé très vite une sorte de fascination autour de la beauté de ce fruit. Les propriétés médicinales au Moyen-Âge de ce pommier, eh bien, c'était principalement à travers les décoctions et les infusions de ces feuilles, l'aspect dépuratif, entre autres, de tout le système digestif, qu'il s'agisse du foie, de l'estomac, entre autres et principalement, je dirais. On ne peut pas parler de la pomme sans parler de, en fin de compte, ce qui a fait sa renommée, c'est-à-dire tous ces symboles qui y vont être liés. Le premier symbole, il est lié à sa rondeur, c'est-à-dire que ce cercle, on va le voir comme le cercle céleste en premier. Ensuite, sa beauté va l'associer à la forme féminine parfaite, associé aussi à ce cercle de soleil, ce soleil qui évidemment est signe de puissance, pouvoir, et donc roi, empereur très vite vont adopter cette pomme et vont la faire apparaître sur les sceptres, et ceci pendant des siècles, très longtemps. En dehors de tout ça, la pomme passe à travers ces siècles avec cette idée qu'elle est porteuse de vérité, de connaissance suprême, à tel point que certains l'ont même dite porteuse de l'arbre de vie. Et pour vérifier cette idée, eh bien, il faut couper la pomme en deux et y découvrir ce pentagramme par lequel elle nous dit ce qui est essentiel à la vie. Nombreux sont ceux qui ont trouvé une signification à cette étoile à 5 branches.
entre autres Galien, qui a énuméré cette étoile de la façon suivante. Qu'est-ce qui est essentiel à la vie? L'eau, la terre, le feu, l'air. Et sur la 5e branche, Galien va nommer l'éther. L'éther, c'est ce qui est invisible, qu'on devine, mais qu'on ne connaît pas parfaitement. La chrétienté, au travers la construction de ces jardins abbatiaux, va adopter évidemment cette pomme et ce symbole et va venir poser sur cette 5e branche Dieu. Pour finir cette rencontre, eh bien, j'ai envie de vous demander de réfléchir, vous, chez vous, que mettriez-vous sur cette 5e branche qui vous paraît essentielle à votre vie? Je vous laisse et à bientôt.